Bonjour à tous et merci pour votre participation. Donc, PKF et Clearit sont très heureux de vous accueillir à ce webinaire. Alors, on l'a intitulé Structurer une démarche RSE crédible, rassurante et auditable. Comment faire et quels outils utiliser? Voilà, juste un tout petit mot sur PKF. Donc, PKF est un cabinet d'audit et d'experts comptables et de conseil. Et Clearit est un éditeur de logiciels sur la gouvernance et la stratégie, notamment RSE. Voilà, donc quelques mots sur le déroulé du webinaire. En partie introductive, nous allons présenter les intervenants, parler de l'écosystème de la RSE et de surtout répondre à la question pourquoi structurer votre démarche RSE. Ensuite, nous irons dans le vif du sujet avec Laïla toujours sur quid de la VSME ou des ESRS simplifiés. Et avec Alexandre, donc côté PKF, on vous donnera un retour d'expérience sur certains de nos clients, notamment sur EcoVadis, Bicorp, Société à Mission et la VSME. Et on laissera un petit temps pour des questions et réponses. Alors, présentons-nous, PKF. Donc, PKF, comme je le disais, c'est un cabinet d'audit, d'expertise et de conseil avec 25 professionnels, dont 10 en RSE, montrant vraiment l'engagement que l'on a envers cette activité. Nous avons 1000 collaborateurs dans la France entière. On est très proche des villes puisqu'on on est présent dans 30 villes. Et côté RSE, on est présent non seulement à Paris, mais à Aix-en-Provence, à Lille, Nantes et Bordeaux. Donc, juste quelques mots sur moi. J'ai rejoint l'équipe il y a 3 mois, j'allais dire 3 ans, mais non, 3 mois. Et j'ai déjà travaillé avec Clearit dans une mission antérieure sur la mise en place et le pilotage de la CSRD de la première vague avec Clearit. Donc, avec Laïla, on l'a mis en place pour un groupe de 30 milliards. Donc, on a déjà travaillé ensemble. Et moi, j'ai plutôt un passé en finance, stratégie et 20 ans chez Standard & Poor's dans la notation RSE. Voilà. Alexandre, je te laisse dire quelques mots sur toi. Bonjour à tous, Alexandre Yermic, je suis senior manager au sein du cabinet PKF Parsion depuis une dizaine d'années, très côté orienté audit, notamment financier. Et depuis 2 ans, j'ai rejoint la structure audit durabilité dans le cadre des premiers rapports durabilité selon la directive CSRD. Voilà, donc très rapidement pour l'offre d'accompagnement RSE. On a 4 piliers. Les 2 premiers, c'est accompagner votre démarche RSE, donc tout ce qui est diagnostic, feuille de route, formation, fiabilisation des données, de la communication. Mais deuxièmement, on essaye à vous faire gagner des marchés, donc en faisant un accompagnement à l'obtention de labels et de certifications. Aussi sur la VSME, l'accompagnement VSME et l'accompagnement à devenir société à mission. Et les 2 autres piliers sont autour de sécuriser les opérations financières, soit en fournissant des attestations sur les covenants RSE bancaires ou obligataires, et en faisant des due deal RSE dans vos opérations d'achat ou de vente de société. Et enfin, bien entendu, nous sommes avant tout auditeurs, donc tout ce qui est conformité, c'est notre zone de confort. Alors, donc, on mesure et on fait des bilans, on fait des audits de bilan carbone. On est des accompagnements CSRD et des audits de la CSRD, de la taxonomie. Et aussi, on fait des audits des sociétés à mission et on fait des revues critiques des écotaxes et éco-contributions. Mais ce qui est très important aussi de noter, c'est que quand vous avez un manque de ressources, on fait des renforts opérationnels, donc un peu du management de transition. Voilà, je te passe la parole, Laïla. Merci pour cette introduction, Frédéric.
Bonjour et bienvenue de ma part aussi. Moi, je m'appelle Leïla Elgren et je suis PDG de la société Clérit, que je vais vous présenter dans un instant. Et je suis également membre de la communauté digitale de l'EFRAG. Si vous entendez un petit accent et des petites fautes de français, je suis suédoise de nationalité, installée en France depuis 30 ans. Et je sais bien que ça se voit pas trop que je sois suédoise, mais c'est bien le cas. Donc, j'espère que vous me pardonnerez mon petit accent. Moi, je vais vous faire parcourir la partie pas drôle de cette présentation, la partie norme. Frédéric m'a demandé, justement, parce que l'EFRAG est souvent accusé d'être un peu trop technique et académique dans leur approche et leur communication, d'essayer de vulgariser et être pédagogique sur ces nouvelles notions qui touchent le marché aujourd'hui. Donc, je vais faire de mon mieux pour vous faire ça et vous me donnerez votre verdict plus tard. Alors, du coup, Clérit ESG est un éditeur de logiciels dans le domaine, comme disait Frédéric, de la stratégie, de la gouvernance et du reporting ESG, avec des modèles donc faits sur mesure pour la CSRD, la VSME et les normes ESRS qui sont donc interopérables avec toutes les normes internationales. Mais notre leitmotiv, c'est surtout de rendre toute cette réglementation et ces nouveautés utiles pour vous. On va vous montrer comment, en structurant vos données, en vous appuyant sur des outils et sur des normes, vous allez pouvoir augmenter votre efficacité en interne. Donc, là, je vais m'arrêter, je ne vais plus parler de Clérit. Là, on va être dans la pédagogie. J'enchaîne du coup sur l'écosystème de la RSE, on a appelé ce chapitre pour essayer de vulgariser un petit peu et être pédagogique sur ce qui est finalement la casquette de l'RSE aujourd'hui. Vous savez, vous avez beaucoup de casquettes, c'est un métier qui évolue beaucoup. C'est un métier qui évolue autant, je dirais, que les DRH ont fait dans les années 80, où on est passé de simples administrateurs de paye et de personnes à des gestionnaires du capital humain, devenu un outil stratégique pour la société. C'est pareil pour la RSE. Donc, vous avez plusieurs casquettes aujourd'hui. D'abord, il faut faire les choses, forcément. Ça veut dire qu'il faut avoir une stratégie, il faut décider, il faut allouer des ressources, exécuter ses plans d'action, piloter, etc. Là, on est dans le dur de votre métier. Mais ensuite, aujourd'hui, ça ne suffit pas. Aujourd'hui, il faut aussi raconter ce qu'on fait. Et raconter de manière crédible et sans prendre de risques, notamment d'éco-blanchiment, accusation d'éco-blanchiment, on va le voir tout à l'heure. Donc, il faut raconter les choses de manière très structurée aujourd'hui. Ça nécessite de recenser les informations en interne, ensuite de les formuler, de les fiabiliser à l'aide de l'audit. Alexandre reviendra sur ça, que ça soit d'ailleurs obligatoire ou volontaire aujourd'hui. Et puis, pour aller plus loin et ils vont vous parler Frédéric et Alexandre de ça, vous pouvez vous engager dans une démarche volontaire pour aller au-delà de la simple raconter de l'histoire pour vous faire évaluer. Il y a des notations, des certifications, des labellisations qui nécessitent de fournir des informations et des preuves et de faire analyser sa démarche pour être noté, ce qui est évidemment très vendeur aujourd'hui, surtout dans le contexte réglementaire où on est aujourd'hui. Les dispositifs et processus et méthodes qu'on utilise pour ces différentes étapes sont différents. Pour faire, il faut savoir gouverner, contrôler, faire le reporting, piloter, pas seulement la finance aujourd'hui, mais aussi la durabilité, les mettre ensemble. Pour raconter son histoire, on a des outils, si on peut le dire, c'est les normes qui existent aujourd'hui en Europe, soit les normes ESRS, soit la norme VSME. On peut continuer à raconter son histoire un peu fait maison, comme on a envie, mais on va vous démontrer que c'est plus une bonne idée pour l'avenir. Et puis, on peut ne rien faire, ne pas raconter son histoire du tout. Mais quand je suis arrivée en France, il y a 30 ans, mon prof à HEC, c'était un gourou français de la marque, Jean-Noël Capferrer, je ne sais pas si vous le connaissez, qui c'est. Il martelait un message, c'est décider de ne pas communiquer, c'est aussi communiquer. Donc, ne rien faire, c'est aussi une décision stratégique. On va revenir sur ces notions. Et pour se faire évaluer, il y a donc des labels. Frédéric va vous parler d'EcoVadis, de B Corp et de la société à mission, mais il y a aussi d'autres labels qui sont surtout pour peut-être les grandes entreprises, CDP, SBTI, etc. Les outils, du coup, qu'il faut
pour naviguer avec ces différentes casquettes pour faire finalement. On peut faire sans beaucoup d'outils. On peut avoir des Excel, de Word, on peut discuter en réunion pour décider et piloter ce qu'on fait. Ça devient de plus en plus compliqué quand on compare avec la finance. Il n'y a plus aucun directeur financier qui fait ses comptes avec des fichiers Excel aujourd'hui. Le monde est en train de se digitaliser, donc il y a des outils à l'appui pour suivre ces processus. Pour raconter son histoire, les normes aujourd'hui, c'est les normes VSME et ESRS sur lesquelles il faudra se reposer dans l'avenir pour raconter son histoire, si on décide de le raconter. Et encore une fois, c'est un choix parmi tous ces labels et ces processus qui sont plus ou moins lourds. Frédéric reviendra sur ça. Évidemment, il y a une relation entre ces notions. Si on est bien structuré quand on fait, c'est beaucoup plus facile de reproduire les rapports qu'il faut aux normes. Et quand on a fait ces rapports, quand on les communique à l'extérieur ou pas, dans le cadre de la VSME, on a les informations qu'il faut pour se faire noter. Donc, ça fluidifie tout le processus. Donc, ce n'est pas des étapes séparées, mais c'est bien des notions séparées. Alors, pourquoi structurer votre démarche RSE aujourd'hui et surtout de manière auditable, même si vous êtes dans une démarche volontaire? Parce que ça devient dangereux de continuer comme avant. On met sa direction en danger. Vous avez sûrement lu, il y a eu plein de condamnations pour éco-blanchiment récemment, notamment Total, vous l'avez vu, parce qu'ils ont utilisé des visuels et des couleurs qui laissaient entendre qu'ils étaient clean. Ça, c'est quelque chose qui devient extrêmement important. Pourquoi? Parce que l'Europe et la France a conclu que mieux informer le consommateur, et on va le voir, l'investisseur, est un levier majeur de la transition écologique. Donc, la transparence sur l'information et savoir vraiment ce qui est vrai devient vraiment un enjeu européen stratégique, même pour la croissance de l'Europe, parce que le pacte vert, c'est bien une stratégie de croissance. Donc, que ce soit pour guider l'acte d'achat ou inciter les fabricants à réaliser des produits éco-conçus, l'information environnementale sur les produits et de marque doit être fiable, sincère et compréhensible, de façon à ne pas induire le consommateur en erreur. Il y a plusieurs lois qui encadrent ça aujourd'hui. C'est pour ça qu'il faut bien suivre ces choses-là. Il y a une notion qui est inscrite qui dit que afin de déterminer si une allégation est trompeuse et de nature à induire en erreur, et donc la communication que vous faites, il est nécessaire de vérifier et être sûr que l'information que vous délivrez au marché est claire, proportionnée, dénuée d'ambiguïté et juste, et étayée avec des éléments précis et mesurables. Elle doit être fondée sur des preuves scientifiques ou des méthodes reconnues, d'où les outils dont on a parlé tout à l'heure et dont on va parler plus tard dans cette présentation. Aussi, côté investisseur, c'est un impératif parce que vous savez, toute la CSRD est faite pour diriger les investissements vers les sociétés durables, les sociétés de demain. Et donc, pour qu'on sache vraiment quelles sont ces sociétés, l'information que produisent ces sociétés doit être transparente sur ces enjeux-là. Donc, l'autorité des marchés européens financiers en Europe et en France sort régulièrement des communications. Là, c'était en juillet, là, c'était en janvier, pour rappeler à tous les acteurs de marché la responsabilité de nous communiquer sur la durabilité, donc ce mot un peu plus élégant qui signifie la RSE aujourd'hui, que dans la mesure où ils disent des choses claires, justes et non trompeuses. Et qu'est-ce que ça veut dire? Les allégations trompeuses, ça peut être difficile de savoir lesquelles elles sont, parce que il y a des natures différentes. Ça peut être qu'on publie des informations sélectives. On dit ce qu'on fait de bien. On ne dit pas ce qui ne va pas. On exagère un peu, on essaye de mettre en avant, en plus gros le texte, cachant les choses un peu moins sexy derrière. On ne compare pas avec d'autres, on utilise des images ou des sons trompeurs qui laissent entendre qu'on est éco-friendly, etc. Tout ça peut induire en erreur. Donc, ils rappellent dans leur dernière communication, qui sont à suivre globalement, 4 principes à suivre. Les informations produites doivent être exactes, c'est-à-dire précises et neutres. Accessible, facile à trouver et à comprendre,
étayés, c'est-à-dire avec des arguments clairs, crédibles et proportionnés, et à jour, évidemment. Et quand on parle de exact, ça veut dire quoi exact? Il faut que ça reflète fidèlement et précisément le profil de durabilité de votre entreprise. Il faut que ça soit objectif, sans exagération. Il faut appuyer autant sur le positif comme le négatif. C'est inconfortable de parler de ces risques, de parler de ces problèmes, de raconter cette histoire. C'est pas simple de le faire, mais il faut apprendre à le faire et à le faire de manière à ne pas effrayer, mais à construire son histoire en disant, moi je sais que dans chaque secteur et aussi chez moi, il y a des risques, il y a des problèmes, mais vous inquiétez pas, je suis au courant et je gère. Et juste omettre ou biaiser cette information, ce n'est pas la solution pour demain. Quand on parle de étayer, il faut avoir des process clairs et crédibles. Alexandre va revenir là-dessus en matière d'audit. Et il faut donc suivre des méthodologies et des process. C'est le meilleur moyen pour vous protéger contre ces accusations pour demain. Et ils finissent, ESMA, par dire que les références à des labels, des notations, puisqu'on va en parler, ou des certificats de durabilité, sont souvent utilisés, surtout quand on communique avec les investisseurs, les banques, etc. Et peuvent être trompeuses à plusieurs égards. Donc, il faut, quand vous communiquez sur ces labels, être clair sur qu'est-ce que vous avez certifié. Est-ce que c'est le process que vous avez certifié, ou est-ce que c'est vraiment l'obtention de résultats positifs en matière de durabilité qui est le fondement de cette certification? Donc, il faut être transparent sur la gouvernance du processus de cet organisme, quels sont les critères qui ont déterminé votre notation, et donc il faut être transparent sur le process derrière. Donc, aujourd'hui, on voit dans les DPEF, on a fait un workshop avec des sociétés récemment. Des exemples, ça c'est tiré de rapports DPEF qu'on a pu avoir, c'est très joli de mettre en avant ces différentes certifications, ces différents prix, etc. C'est joli, ça fait des couleurs, c'est parlant, mais là du coup on s'expose, ça devient dangereux parce que juste placarder des logos sans raconter l'histoire et ce qu'il y a réellement derrière peut mettre en danger la marque et la direction derrière la marque. Donc, meilleure protection, c'est d'avoir une démarche auditable pour minimiser ces risques aujourd'hui, ce qui signifie se préparer à l'audit, même si on ne se fait pas auditer. On peut se faire pré-auditer, on peut se faire accompagner pour être sûr qu'on ne dit pas des choses qui sont de nature à induire en erreur. Parce que l'auditeur, et moi je ne vais pas m'étaler là-dessus parce que c'est le domaine d'expertise d'Alexandre, a bien des normes aussi, donc est au courant de ce qu'il faut faire, et se repose sur des normes qui existent, ce qui vous aide aussi, et il va notamment regarder les engagements forts qui sont rendus publics que vous communiquez, si votre performance ESG conditionne des prêts ou autre chose, il va regarder ça de plus près. Les attentes fortes exprimées par les parties prenantes. Il va aussi jeter un œil sur la maturité du dispositif de votre contrôle interne et le système de collecte de ces données. Regardez comment vous avez jugé les choses, comment vous décidez de raconter votre histoire. Donc, c'est un allié dans ce processus pour crédibiliser votre démarche et vous mettre, non pas à l'abri, parce qu'on n'est jamais complètement à l'abri, mais minimiser les risques. Donc, avec ça, le message que j'espère faire passer, c'est la conclusion, c'est que les informations sur la durabilité ou sur la RSE se formalisent à vitesse grand V dans le monde entier, hein, ce n'est pas qu'en Europe ou en France. Donc, ce qui induit des process un peu plus structurés derrière pour suivre. Mais la bonne chose de tout ça, c'est que la communication RSE, la démarche RSE devient réellement un levier stratégique qui doit être intégré dans le business model de la société et raconté de manière crédible avec le récit de vos comptes financiers si vous publiez les rapports financiers pour être complètement crédible. Donc, l'espoir, c'est quand même que ça fait bouger les choses en Europe et que réellement, on alloue les ressources qu'il faut pour cette transition verte qu'on attend pour être compétitif encore demain. Alors là, je vais rentrer
plus dans le vif du sujet de ces normes, la partie un peu lourde de ça. Mais avant d'attaquer les différents indicateurs, data points, etc., je voudrais quand même vous montrer que ces normes sont beaucoup moins compliquées et lourdes que ça en a l'air. C'est une erreur de les voir comme une liste de data points d'indicateurs parce qu'il y a une logique derrière qui va vous aider à vous structurer. C'est ce que l'AMF en France a appelé la logique IRO-réponse, ce que je trouve est un bon terme, qui démontre que ces normes européennes, que ce soit VSME, ESRS, vont être utiles pour vous dans la structuration de votre démarche. Donc là, je vais vous montrer quelques pages de notre pack de formation, parce qu'il s'agit pour votre entreprise de montrer comment vous gérez les impacts que vous avez sur l'environnement et les personnes de part de votre activité chez vous et dans votre chaîne de valeur, et les risques ou les opportunités financiers que vous rencontrez qui sont donc connectés à ces enjeux de durabilité. Et la manière dont vous démontrez que vous les contrôlez et que vous les gérez, c'est en publiant des informations sur vos politiques, actions, objectifs qui s'appellent cibles dans ces normes et indicateurs de votre feuille de route, que ce soit juste la feuille de route RSE ou la feuille de route stratégique de l'entreprise au global. Donc, en fait, derrière ces normes, il y a une logique de gestion. D'abord, vous savez, vous avez entendu parler, on peut faire une DMA. Une DMA signifie finalement de lister, identifier et qualifier ces impacts, risques et opportunités avec une analyse, et les normes proposent ou exigent pour les ESRS une méthode pour le faire. De ça sort après ce qui devrait être vos priorités stratégiques, vos enjeux donc matériels, et après vous recensez, est-ce qu'on a fixé des objectifs, c'est-à-dire est-ce qu'on a pris des décisions de direction, et dans ce cas on raconte ces politiques, on le raconte de manière normée, on répond à un certain nombre de questions pour chaque politique, et après on se pose la question, est-ce qu'on s'est fixé des objectifs cibles précises dans le temps? Est-ce qu'on a alloué des ressources et dit exactement ce qu'on va faire? Et à la fin seulement, on dit, est-ce qu'on a été performant ou pas? Où on en est avec les indicateurs. Mais c'est aussi important de raconter ce qu'on fait, c'est-à-dire votre plan d'action, votre feuille de route, ce qu'on a l'intention décidé de faire, que de dire ce qu'on a comme indicateur. Bien évidemment, si on n'a pas de politique objectif action en place, ben on raconte qu'on n'a pas en place. Ce n'est pas contraignant de ce point de vue-là, on dit juste on est transparent. Et donc, c'est ces politiques objectifs et réponses et indicateurs qui constituent donc la réponse de l'entreprise à ces enjeux stratégiques, c'est-à-dire matériels, avec les mots d'aujourd'hui, pour votre écosystème. Donc, la première étape, c'est faire sa DMA, faire son analyse, consulter les parties prenantes. Ici, on apprend beaucoup de choses, c'est très, très utile. Quand on le fait comme il faut, et il y en a beaucoup dans la première vague CSRD qui n'ont pas fait ça comme il fallait, qu'il fallait recommencer. Mais quand on sait comment faire et qu'on est bien accompagné, c'est très utile. C'est vraiment la base de tout, de la gestion et du reporting, de la gouvernance derrière. Après, on se fixe donc les politiques. C'est le moment de recenser si on a les choses en place qui sont attendues au final. Simplement, les normes n'exigent pas que vous ayez les choses en place. Mais vous, quand vous arrivez à cette étape-là, vous pouvez peut-être dire « Ah, là, on ne peut pas juste rester comme ça, il faut quand même produire quelque chose et décider ce qu'on va faire. » Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on nous a donné 2 ans de plus. Donc, vous avez tout 2026 et tout 2027 pour vous organiser, pour raconter cette histoire dans 1 an et demi. Et puis après, est-ce que vous avez des objectifs, des cibles ou pas? Beaucoup n'en ont pas aujourd'hui, c'est pas grave, on le dit juste et on s'organise pour l'avenir. Et puis on présente et on valorise ce qu'on fait. Et puisque les normes demandent ce qu'on fait, on demande un certain nombre d'informations précises. Pourquoi on le fait? C'est connecté à quoi? Ça se passe quand? Est-ce qu'on investit des ressources derrière? Ça se passe comment? Autant utiliser cette information pour votre gouvernance en interne. Et comme ça, c'est beaucoup plus facile d'appuyer sur le bouton en plus quand il faut sortir un rapport, qu'on le produit pour le public ou pour l'interne. Et puis évidemment, suivre les indicateurs qui sont les indicateurs clés pour vous, qui sont soit issus des normes ESRS ou VSME d'ailleurs, ou des indicateurs que vous avez fixés pour vous, qui s'appellent donc des indicateurs spécifiques à l'entité ou à votre secteur. Tout ça, ça constitue votre histoire. Et c'est ça qui rentre dans le rapport. C'est ça, cette histoire-là qu'il faut savoir valoriser et raconter dans le rapport.
Nous n'avons aucun client de la première vague CSRD qui est content de son premier rapport aujourd'hui. Parce que vous voyez, c'est un grand travail de recensement de cette histoire et ensuite savoir la formuler. Simplement, la première année, c'est la première année. En année 2, ils ont appris. Ils utilisent cette information pour s'organiser. Et la deuxième année ne va pas du tout être comme la première année. Et en plus, la bonne nouvelle est, puisqu'ils ont ces informations clés en main maintenant, ils peuvent s'organiser, structurer leur gouvernance, avoir des tableaux de bord qui, de manière précise, donnent des overviews sur où on en est et qu'est-ce qui se passe, parce que finalement, le levier stratégique, il est vraiment là. Donc, ces normes, se reposer sur ces normes, oui, c'est contraignant, mais c'est aussi un outil qui vous accompagne tout au long du cheminement de l'identification de vos enjeux stratégiques, puisque les normes proposent une méthode qu'il faut apprendre, certes, mais quand on l'a appris, c'est pas très complexe. Et ensuite, jusqu'à la publication de votre rapport le jour J, si vous êtes prêt un jour à le communiquer, soit publiquement ou one-to-one. Donc, bien se préparer pour cette communication de qualité en minimisant les risques, c'est prendre le temps et ne pas attendre. Parce qu'il ne faut pas oublier que lorsque les entreprises, par exemple de la vague de ESRS, qui doivent produire obligatoirement un rapport sur l'année fiscale 2027, et quand ils rentrent en scène et produisent leur premier rapport, les vagues 1 produisent leur 4e rapport. Et je peux vous dire que le travail entre le premier et le 4e n'est pas du tout la même. Et la qualité de rapport de l'histoire n'est pas la même. Donc, si on n'a rien fait, d'ici là, si on ne s'est pas préparé, si on n'a pas fait un inventaire se structurer, la communication qu'on va faire va être beaucoup moins qualitative. Parce que moi, j'ai l'habitude de dire en anglais, practice makes perfect. Je sais qu'il y a une expression française qui dit, c'est en forgeant qu'on devient forgeron, c'est quand on met vraiment les mains à la pâte, qu'on apprend et qu'on se perfectionne sur ces aspects. Dernier volet, du coup, Frédéric va vous parler des choix qui s'offrent à vous. Donc, je voulais vous faire un overview d'abord de ce qu'impliquent ces différents choix. La norme VSME ou les normes ESRS simplifiées pour raconter son histoire. Donc, on a fait, vous allez le recevoir, des tableaux, on va les parcourir en détail parce que là, vous ne pouvez rien lire. On a fait un recensement, vous avez la VSME à gauche et les ESRS simplifiés à droite, des différents types d'indicateurs et de contenus sur son histoire qui sont attendus par ces normes. Donc, comme vous voyez dans cette overview, les normes ESRS simplifiées sont plus ambitieuses que la VSME, c'est normal, vous allez le voir, mais tout à fait faisable pour les entreprises qui ont plus de 250 salariés. Alors, la norme VSME, d'abord, quand on rentre, le champ d'application de la VSME, c'est une norme volontaire qui s'adresse à 3 catégories de PME non cotées. Des toutes petites entreprises, moins de 10 salariés, les petites entreprises avec à peu près autour de 50 salariés et ceux qui sont moins de 250 salariés. Donc, c'est fait pour des PME qui démarrent en quelque sorte leur trajet dans ce domaine. Alors, il nous semblait important de vous montrer ce texte qui a été tiré des éléments d'orientation de l'EFRAG, c'est le guide de support qui existe en anglais pour la VSME. C'est que la proposition d'omnibus qui a été votée a fait sortir des entreprises de la CSRD qui ont moins de 1000 salariés et qui n'atteignent pas un chiffre d'affaires de 450 millions d'euros. Je les appelle les orphelins de la CSRD et forcément quand on est donc entre 250 et 1000 salariés, on a le droit de se demander mais je fais quoi moi? Je fais la VSME ou je fais toujours les ESRS même si c'est volontaire? Là-dessus, on n'a pas de réponse claire de la Commission aujourd'hui. Donc, l'EFRAG a dit aucune information est encore disponible concernant cet acte délégué qui est attendu cet été pour savoir ce que ces entreprises vont faire. Ils ont toujours, à chaque réunion où j'ai participé, appuyé sur le fait que les normes en état n'ont pas été testées sur des entreprises plus grandes qui auraient besoin de fournir plus d'informations. Ceci étant, si on n'a jamais rien fait, c'est un bon moyen de commencer. Cette norme a 3 objectifs. Fournir des informations,
vous aider à améliorer votre gestion et bien évidemment contribuer à l'économie. Fournir des informations surtout aux grandes entreprises et aux banques et à vos investisseurs. Donc, c'est vraiment été pensé pour ça, des relations bilatérales où on vous demande une information pour ne pas avoir 15 000 questionnaires à remplir, mais un seul. Mais en ce faisant, vous allez vous confronter à des sujets, vous poser des questions qui sont de nature donc à renforcer votre résilience, à vous aider à vous structurer en interne et puis évidemment à contribuer par la même occasion à une économie plus durable et inclusive. Donc, deux choses importantes. D'abord, répondre aux demandes, et sont croissantes, et aussi gérer vos performances de durabilité pour démontrer votre contribution. De quoi est faite cette norme? Alors, par section, et on les a répartis par section. On a des informations sur qui vous êtes en termes de grandeur, quel chiffre d'affaires vous faites, comment vous gouvernez, pourcentage de femmes au sein de l'organe de direction, et des informations sur votre stratégie, votre business model, vos parties prenantes, etc. Sur la partie environnementale, toujours à gauche, on a les différentes thématiques que couvre la CSRD, que ce soit VSME ou ECRS, ce n'est pas étonnant puisque ça se repose, au final, c'est les objectifs de l'Europe. Le changement climatique, la pollution, l'eau, la biodiversité, l'économie circulaire et l'utilisation des ressources. Là-dessus, on va vous demander un certain nombre d'indicateurs. Combien vous consommez, quelles sont vos émissions, est-ce que vous polluez dans ce cas, dans quelle mesure, quel est l'eau que vous utilisez, est-ce que vous existez au sein, vos lieux sont placés au sein des domaines sensibles en termes de biodiversité, oui ou non. D'ailleurs, les indicateurs en biodiversité sont plus détaillés pour la VSME que pour les ESRS simplifiés maintenant. Et qu'est-ce qui se passe quand vous produisez vos déchets? Est-ce que vous arrivez à recycler, etc. Et puis après, si vous avez quelque chose à raconter, si vous avez des politiques cibles, la VSME appelle pas ça action, ils appellent ça des pratiques pour ce que vous faites aujourd'hui et des initiatives futures pour ce que vous allez faire demain, vous pouvez le raconter. Si vous avez un plan de transition aussi, et si vous êtes au courant et si vous êtes exposé à des risques climatiques, vous pouvez raconter ça aussi dans le module complet. Sur l'information plus RH, personnel de l'entreprise, il y a un certain nombre d'indicateurs qui portent sur la sécurité, sur le taux de rotation des salariés, sur l'égalité hommes-femmes, sur la formation, etc. Pareil, politique si vous les avez, plan d'action, incidents surtout s'il y a des incidents droits de l'homme, que vous avez donc des impacts négatifs. Pour ceux qui travaillent dans votre chaîne de valeur, les communautés affectées, c'est-à-dire ceux qui travaillent et vivent autour de vos lieux d'implantation, et les consommateurs et utilisateurs finaux de vos produits et services. Et là, il n'y a aucun indicateur, simplement à rendre compte des incidents aux droits de l'homme surtout, et de dire ce qu'on fait pour contribuer positivement à ces populations. Et en termes de conduite d'affaires, donc, est-ce que vous avez été condamné pour violation aux lois d'anticorruption? Est-ce que vous avez des amendes pour ça? Et quelles sont vos politiques en place pour minimiser ces risques? Donc, voilà les informations à minima qui sont attendues aujourd'hui. Comparons ça avec, pour terminer, les ESRS simplifiés. Vous savez que l'EFRAG a publié des ESRS qui vont être bien plus simples que celles actuellement en place. L'acte délégué est attendu cet été. Elle s'applique donc à ceux qui sont, les entreprises qui sont soumises à la CSRD, mais elle s'applique aussi, ils veulent pousser vraiment l'adoption volontaire parce que ces différents seuils qu'on a aujourd'hui risquent de bouger dans l'avenir. Vous savez, le contexte politique est un peu complexe aujourd'hui. Donc, ça s'adresse à la fois aux moyennes entreprises, donc le mid-cap, comme ils disent, les ETI, qui sont volontaires, donc un peu les orphelins de la CSRD, ceux qui venaient de sortir,
et aussi et surtout les grandes entreprises qui sont soumises à la CSRD. À partir de 2027, on va tous y passer si on a plus de 1000 salariés et un chiffre d'affaires de plus de 450 millions d'euros, les deux critères cumulés. Les critères qui concernent le bilan, est-ce qu'on est SAS, etc., ça ne compte plus, c'est vraiment que ces deux critères qui comptent. Ces normes sont appliquées progressivement, déjà maintenant et encore plus avec les ESRS simplifiés, parce qu'on est dans une courbe d'apprentissage, on est dans une phase de montée en compétences. C'est important de se mettre dans la tête que l'Europe, tout le monde s'attend à ce qu'on ne soit pas parfait aujourd'hui. On veut faire avec la communication de durabilité quelque chose qu'on a fait en 20 ans pour la communication financière, on veut y arriver en 5 ans. Donc on a 5 ans pour se préparer. Donc il y a plein d'allègements. D'abord, il y en a un qui vient d'être ajouté, c'est que je publie ce que je suis en mesure de publier sans frais ni efforts excessifs. Ce qui veut dire qu'au final, on peut dire j'ai pas de sous, j'ai pas d'équipe, donc malheureusement, je ne peux pas écrire grand-chose dans mon rapport, mais je suis conforme. Simplement, il y a un antidote à ça, il faut que je l'écrive. Il y a un data point où il faut que je l'exprime. Je n'ai pas. C'est trop cher pour moi, c'est trop lourd pour moi, etc. Et je suis censée, on s'attend à ce que je réévalue par chaque période. Et qu'on tient en compte qu'on va apprendre, donc sous-entendu, et c'est même écrit dans les normes, ça devrait s'améliorer au fil du temps. Donc plus on commence tôt, mieux ça vaut. Déjà aujourd'hui, je vais vous montrer les indicateurs de la CSRD obligatoires, mais déjà je vous montre cette liste aujourd'hui. Ça, c'est des indicateurs qu'on n'a pas besoin de produire. Déjà, une grande liste. Donc, il y a beaucoup de choses dans ce que je vais vous montrer. Il n'y a pas besoin de lire tout en détail. Vous pouvez revenir vers nous si vous avez besoin de détails. Simplement noter qu'il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas besoin de produire. Ce n'est pas parce que c'est dans les normes qu'on a besoin de les produire. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans les normes? Pareil, on a une partie générale où on est aussi sur la parité homme-femme au sein de la gouvernance. Combien est-ce que les critères ESG jouent pour votre gouvernance? Les revenus qu'on a de secteurs qui sont dits un peu dangereux. Est-ce qu'on a une politique générale en matière de droits de l'homme? Et évidemment, le résultat de sa DMA. Quels sont les impacts, risques et opportunités que j'ai identifiés? Et qu'est-ce que ça signifie pour l'entreprise et ses parties prenantes? Sur le changement climatique, il y a tout un tas, vous voyez, indicateurs ici, mais vous voyez que ça se, je ne sais pas si vous arrivez à lire, mais ça se divise entre votre consommation énergétique, vos émissions, etc. Mais vous voyez, à partir d'ici, c'est des indicateurs financiers. Est-ce que vous avez des actifs? Est-ce que vous êtes dans des secteurs d'activité? Vous avez des clients qui risquent de disparaître demain parce que leurs activités seront interdites d'ici 20 ans. Est-ce que vous avez des actifs que vous ne pouvez plus utiliser parce qu'il y a des lois qui rentrent en ligne de jeu qui ne vous permettent pas de les utiliser? Et donc, du coup, dans le bilan, vous allez devoir amortir plus vite ces investissements et ça va coûter de l'argent à l'entreprise et donc à ses financeurs aussi. Donc, tout ça, c'est des indicateurs financiers qu'on a 5 ans pour produire. On n'a même pas besoin, ils sont là, on dit voilà ce qu'il faut apprendre à faire, mais on n'a pas besoin de les publier avant 2030. Pareil, politique cible et action, si on en a, plan de transition, si on en a, et en ce qui concerne les risques auxquels fait face l'entreprise, on va se poser la question, est-ce que mon modèle d'affaires est résilient? Donc, avant de publier ça, on va se poser cette question déjà, et ça, c'est utile pour l'entreprise. En ce qui concerne pollution, eau et biodiversité, bah, c'est pareil à peu près, je dirais, que la VSME, simplement avec un peu plus donc d'histoire autour de ces impacts, risques et opportunités. Et si on a un plan de transition publique biodiversité, on peut la publier aussi. Sur l'utilisation des ressources sur l'économie circulaire, vous savez que c'est un axe fort de la compétitivité européenne. On mise là-dessus pour la croissance, la compétitivité de l'Europe et aussi pour accroître la résilience et diminuer la dépendance qui est cruellement aujourd'hui utilisée contre nous quand il faut des matières premières. Donc, plus on recycle,
plus on réutilise, moins on est dépendant. Et donc, il y a tout un tas de critères qui rentrent en jeu. Je sais que Frédéric, je ne sais pas si tu en parles, on en a parlé dans d'autres circonstances. Il y a plein de lois maintenant sur les produits durables, etc., qui rentrent pour ceux qui produisent en jeu. Et c'est ici, du coup, si c'est matériel, si ça vous concerne, que vous produisez ces informations sur vos déchets, sur vos taux de recyclabilité, etc. Et évidemment, si vous avez pris de décisions et des plans d'action pour faire quelque chose, pour évoluer là-dessus. Sur le personnel de l'entreprise, il y a beaucoup d'indicateurs, mais il y en a beaucoup qui ne sont pas à produire tout de suite, mais ça tourne autour de droits de l'homme, en fait. Est-ce que nos employés sont sûrs? Est-ce qu'on ne les discrimine pas? Est-ce qu'on est égalitaire, paritaire? Est-ce qu'on prend soin de nos personnes handicapées, etc., etc. Et est-ce qu'on forme nos équipes. Pareil pour les autres populations affectées potentiellement par vos activités. Pas d'indicateurs si vous n'en avez pas vous-même, vous pouvez les rajouter, mais simplement vous pouvez raconter ce que vous faites pour minimiser les impacts négatifs et augmenter les impacts positifs sur ces populations. Et en conduite à faire, à peu près pareil que pour les VSME, les condamnations, cooptions, etc. Mais un critère important pour vous, PME, les grandes entreprises vont maintenant être obligées de publier leur délai de paiement et le nombre de procédures judiciaires en cours pour retard de paiement. Pourquoi? Parce que les PME, c'est une grande priorité pour l'Europe. Ça constitue plus de 90% des entreprises et des emplois créés en Europe. Et vous le savez, souvent les grandes entreprises vous utilisent comme banque et ce n'est plus autorisé si on veut se dire durable dans le cadre de ces normes quand on est grande entreprise aujourd'hui. Donc, je m'arrête là pour cette partie réglementaire et je repasse la parole à Frédéric et à Alexandre qui va vous parler de la section qu'on a appelée évaluer. Merci Laïla. À toi Alexandre. Et donc, on va parler de cette partie donc évaluée, notamment via des certifications et des labellisations qui peuvent être EcoVadis, B Corp et également le statut de société à mission. Et on verra de façon plus large également aujourd'hui ce que recherchent les dirigeants, les actionnaires et les investisseurs. Ils cherchent plusieurs choses, mais ils cherchent notamment à renforcer la résilience de leur entreprise, à pérenniser leur activité dans le temps et notamment dans le futur, améliorer leur réputation. Aujourd'hui, on a beaucoup d'enquêtes sur la réputation et le réputationnel des entreprises, et ça ne va que accroître dans le temps, étant donné le renforcement des organismes, des parties prenantes sur la réputation des entreprises, mais également à accéder à des capitaux et des financements, et d'autre part, attirer des nouveaux clients et les talents de demain. Donc, en d'autres termes, à maximiser leur avantage concurrentiel. Et pour structurer une démarche ESG et pour communiquer de façon crédible vos données ESG, elles doivent être structurées, fiables et auditables. Comme l'a rappelé tout à l'heure Laïla, en France, il y a eu la loi DADU, et donc à partir de 2026, les entreprises de moins de 1000 salariés et ayant un chiffre d'affaires inférieur à 450 millions n'ont plus aucune obligation de publication de données extra-financières, étant donné que la transposition CSRD a mis fin à la DPEF. Néanmoins, trois facteurs clés persistent aujourd'hui. C'est les attentes et les demandes de vos parties prenantes, notamment de vos clients, vos fournisseurs, les actionnaires, les banques, mais également vos salariés. L'environnement concurrentiel, aujourd'hui qui s'accroît, au vu de la conjoncture à date, et également le niveau d'ambition sur la transformation de votre modèle face aux enjeux futurs. Merci Alexandre. Donc, comme l'ont rappelé Laïla et Alexandre, la notation des entreprises soumises à la CSRD dépend directement de la performance ESG des fournisseurs. Donc, on s'entend. Ah ben non, excuse-moi, tu voulais faire. Non, mais vas-y, fais cette slide. Non, vas-y. Alors aujourd'hui, il y a les entreprises qui sont soumises à la CSRD, ils dépendent directement en fait, de la performance des ESG de leurs fournisseurs. Et dans les normes ESRS, il y a 4 data points qui obligent les entreprises soumises à la CSRD de préciser si et comment elles prennent en compte les facteurs de performance ESG. Alors les 4 data points que vous voyez ci-dessous, celui-là qui est
fortement regardé, c'est l'engagement pris par les grandes entreprises auprès de ces fournisseurs pour améliorer leur performance ESG. Très bien. Donc, à minima, on anticipe une collecte d'informations avec la VSME. Et vraiment, Laïla l'a mentionné, mais peut-être j'aimerais réinsister sur le fait que remplir un questionnaire VSME, bien le remplir, c'est aussi s'éviter à remplir plein de questionnaires des donneurs d'ordre, de banques, de clients, de prospects, etc. Et bien entendu, les évaluations qui existent, comme EcoVadis, Bicorp et Société à mission, vont continuer. Donc, on a fait une petite comparaison de ce qu'est un label comme Bicorp, ce qu'est une notation comme EcoVadis et ce qu'est une qualité juridique comme ce qu'on appelle les sociétés à mission. Et on a sélectionné ces trois. Il y en a beaucoup d'autres sur le marché, mais parce que c'est vrai, parmi nos clients, c'est une demande plus fréquente. Alors, je ne vais pas aller dans le détail sur ce tableau, mais, mais ce qui est important de voir, c'est qu'il y a un type de preuve tout au long pour les trois. La type de preuve, ça va être d'attacher un document, de démontrer ce qu'on dit. Et cette démonstration de ce qu'on dit va être vérifiée. Vérifiée à travers un questionnaire d'EcoVadis et à laquelle on va avoir une notation. Ou Bicorp, c'est aussi un questionnaire qui est très détaillé. Et sachez que Bicorp a de nouveaux critères depuis 2026. Donc l'ancien Bicorp, c'est jusqu'à, je crois, fin février, où on peut utiliser l'ancienne façon de se noter. Mais là, dès maintenant, si vous entreprenez une nouvelle requête, ça va être beaucoup plus difficile ou beaucoup plus exigeant. Et surtout, ça va être aligné avec la CSRD. Donc ça, c'est bien. Donc ça, c'est à propos de la notation. La durée, sachez que EcoVadis, ça dure entre 2 et 4 semaines. Ça peut être plus selon le temps dont vous avez besoin pour remplir le questionnaire. Mais Bicorp, c'est beaucoup plus lourd. Parce que souvent, vous allez voir qu'il vous manque des actions, il vous manque des stratégies. Donc, ça va être plutôt 6 à 12 mois. Et pareil, société à mission, c'est plus long. La fréquence de vérification, elle est annuelle dans le cas d'EcoVadis. Bicorp, quand vous êtes certifié Bicorp, c'est l'année 0. Et ensuite, on vous demande une vérification année 3 et année 5. Et une société à mission, il y a un audit qui est fait tous les 2 ou 3 ans selon la taille de la société, si vous avez plus ou moins 50 salariés. Voilà ce. Allons peut-être rappeler, vous savez, pour la notation d'EcoVadis, parce que ça, on la voit beaucoup. Pour être Platinum, c'est le top 1%. Pour être Gold, c'est top 5%. Pour être Silver, c'est top 15%. Et pour être Bronze, c'est top 35%. Donc, ce qui veut dire que c'est toujours par rapport à vos pairs. Donc, c'est pas parce qu'une année, vous êtes Gold que l'année d'après, si tous vos concurrents sont passés, se sont beaucoup améliorés par rapport à vous, vous n'allez pas maintenir votre statut Gold. Voilà, donc la notion de compétitivité est très importante pour EcoVadis et en général. Là, sur la page d'après, donc c'est une page un peu plus opérationnelle et c'est vraiment notre observation auprès de nos clients qui ont soit été, on les a accompagnés dans leur démarche d'EcoVadis ou Bicorp ou société à mission et aussi VSME. On a commencé à accompagner des sociétés VSME. C'est vrai qu'on compare un peu des choux, comment on dit, des choux Des carottes. et des carottes, mais la VSME devient aussi un mécanisme c'est une norme de reporting en fait. Alors là, ce qui est important, c'est la ligne obligatoire. Vous voyez que dans la ligne obligatoire, il y a un petit nom qui est pour tous. C'est volontaire, c'est vous, PME, ETI, vous choisissez ou pas de le faire. Et que la motivation que l'on a observée pour EcoVadis et Bicorp et Société à mission, je dirais, c'est vraiment ce que font les concurrents et ce qui est demandé par les clients. Et Société à mission, c'est extrêmement utilisé pour les PME. 80%, il y a 2000 sociétés à mission en France et 80% de celles-ci sont des PME.
Donc, j'ai trouvé que c'était intéressant. Sur l'assurance externe, nous, on l'appelle assurance externe, audit, vérification. Donc, oui, pour EcoVadis, elle est documentaire. Oui, pour Bicorp, parce que c'est un audit BILAB qui est fait. Société à mission, oui, il faut être OTI. Et nous, PKF Arcelon, nous sommes OTI et nous le faisons. Et VSME, non. Mais avec l'AILA, on se dit que dans le futur, peut-être qu'il serait demandé que ça soit vérifié. Ça, c'est à voir. Parce qu'en tant que donneur d'ordre, on veut s'assurer que les informations qui sont reportées dans ce rapport sont correctes. Mais ça restera toujours un guidance. Ensuite, pour nos clients, on indique les prix. C'est-à-dire le coût, pas de notre accompagnement, mais les coûts factuels, des coûts directs à payer soit auprès d'EcoVadis, soit auprès de Bicorp, soit auprès de Société à Mission, il n'y a rien. Et VSME, il n'y a rien. Mais il faut savoir que Bicorp, selon la taille de sa société, ça peut être un coût significatif et annuel. Vous avez des coûts indirects parce que ça va être du temps de vos équipes, ça va être du conseil, ça va être de l'audit. Et aussi, il y a un coût de l'audit, on voulait l'indiquer pour Bicorp, qui varie quand même de jusqu'à 42 000 euros si vous êtes une très grosse société. Et société à mission, c'est entre 3 000 et 15 000. Ce qui est important de noter aussi, c'est peut-être la dernière ligne, la transformation du modèle. EcoVadis, on dit ce qu'on fait, voilà. Mais c'est vrai que nos clients souvent viennent nous voir et nous disent bah, comment je peux avoir un gold? Donc on va leur dire voilà, il faudrait peut-être travailler cet angle-là. S'ils ne le travaillent pas, eh bien, c'est pas tellement de transformation, mais ça peut le transformer. Bicorp a plus tendance à créer une transformation, surtout que depuis cette année, puisqu'ils ont inséré beaucoup de critères de la CSRD. Société à mission aussi, parce que c'est souvent c'est pris par la direction. C'est le PDG, le président qui va vraiment être mobilisé et qui va entraîner ses équipes à devenir société à mission ou à devenir Bicorp. Et VSME, ça peut être juste un reporting, ça peut être faible, mais vous allez voir, comme on conseille d'utiliser la VSME, c'est pas juste de l'utiliser comme un système de reporting, mais comme un système de pilotage. Donc, à terme, ça peut devenir un outil de transformation. Donc, là, on se dit quels sont les critères pour choisir le type de reporting et de pilotage des PME et des ETI. Donc, je commencerai par la droite, parce que Laïla en a parlé en long, en large, en travers. Si vous êtes plus de 1000 salariés et que vous avez un chiffre d'affaires de plus de 450 millions, eh bien, de toute façon, c'est réglementé. Vous allez devoir publier selon la CSRD et vous allez être audité. Bien sûr, nous et Alexandre, on fait beaucoup d'audits de rapports de la CSRD. Voilà. Mais pour les PME qui sont moins de 250, et ben, comme Laïla l'a mentionné, il y a du fait maison, c'est-à-dire que vous faites à votre sauce, mais bon, là, c'est pas très communicable, ou il y a un danger, ou vous utilisez la VSME. Et comme Laïla l'a montré, la VSME, c'est un nombre limité d'indicateurs et on préconise que vous l'utilisez de façon intelligente et que vous mettiez une stratégie autour de la gestion de ces risques et que vous suiviez en pilotage. Et il faut savoir que tout ce qui est pas orange, donc tout ce qui est à droite du trait orange, c'est des méthodes qui sont... On suggère ces méthodes. C'est en général pas audité et si vous voulez, vous n'êtes pas obligé de le publier. Mais j'entends des banques que, par exemple, des banques commencent à demander à leurs clients une VSME, à leurs clients PME. Hein. Donc, commencer à s'intéresser à quels sont les critères de la VSME, c'est une option. Et entre 250 salariés et 1000 salariés, c'est vrai, là, il parle des orphelins de la CSRD, mais vous avez plusieurs options. Vous avez l'option d'utiliser la VSME, bien qu'elle ne soit pas préconisée ni par les FRAG, ni par nous. Et si vous avez commencé à le faire, mais c'est une première étape, et si vous avez commencé à le faire, vous voyez que c'est un peu limité. Parce que si vous commencez à être un peu gros, vous avez besoin de mieux connaître vos risques, mieux connaître euh, vos politiques, etc., et actions que vous mettez en face. Donc, vous allez avoir le choix entre faire une VSME ou VSME plus une
double matérialité, ou utiliser les ESRS, ou bien sûr continuer à faire maison. Donc, voilà les options. J'espère que c'est clair. Ce que j'aimerais juste rajouter sur cette slide, que c'est non seulement une question de taille pour choisir votre manière de reporter et de faire du pilotage, mais quand il s'avère, quand vous choisissez entre une VSME ou ESRS ou du fait maison, il y a d'autres critères. Le critère, c'est où vous en êtes dans votre maturité RSE. Si vous n'arrivez pas du tout à collecter des données, ben, il y a un processus d'alignement, de trouver les données, de les fiabiliser, etc., bien entendu. Qu'est-ce que fait vos concurrents? Et dans vos appels d'offres, qu'est-ce qu'on vous demande? Dans quel secteur vous êtes? Et ce que vous demandent vos banques, vos actionnaires, vos private equity, et bien sûr le cycle de transmission dans lequel vous êtes. Si vous avez une histoire à vendre votre société, vous êtes en passage de relais. C'est vrai que la démarche RSE, communiquer sur la démarche RSE est un grand positif pour l'equity story et d'être très, je dirais, très factuel sur vos démarches. Voilà en ce qui concerne les critères. Je te repasse la parole, Alex. Oui, donc juste pour faire un retour sur notre expérience, Leïla l'a mentionné tout à l'heure, c'était les premiers rapports de durabilité pour la vague 1 qui ont été audités courant 2025 sur l'exercice 2024. Et pour rappel, c'était la première année d'application des normes ESRS. Donc toujours compliqué d'appliquer une norme assez nouvelle et on sera toujours en apprentissage, mais ça s'améliore et de toute façon, les attentes des institutions est de plus en plus forte sur les rapports de durabilité. Et juste pour faire un petit rappel, donc, sur notre mission en tant qu'auditeur de durabilité, notre rôle, bien sûr, principal en tant qu'auditeur, c'est de certifier conforme les informations au regard des différentes réglementations, et notamment la directive CSRD et les normes ESRS. Mais notre mission, elle va au-delà de la simple certification, parce qu'on met en œuvre des travaux d'audit pour vérifier la sincérité des informations et également ainsi apporter de la crédibilité à votre rapport et donc de votre communication ESG. Pour rappel, l'audit très réglementaire de la CSRD, il est fait en assurance modérée et bien sûr, l'auditeur ne fait pas une vérification exhaustive de l'ensemble de votre rapport de durabilité, mais avec une approche par les risques pour justement limiter les risques d'erreur, d'omission ou d'incohérence importante et également en raison de fraude ou de pratiques d'éco-blanchiment susceptibles d'influencer le jugement ou les décisions des utilisateurs des informations en matière de durabilité. Mais j'ai envie de dire que l'auditeur et l'audit peut être un outil pour vous, entreprise, et notamment, il y a plusieurs atouts d'un audit en fait, ou de la vérification, parce que tout à l'heure on parle beaucoup d'audit réglementaire, mais il existe aussi la possibilité de réaliser un audit contractuel lorsque vous réalisez un rapport volontaire tel que VSME. Et j'ai envie de dire, les atouts de l'audit, tout d'abord, c'est un renforcement de votre organisation interne, avec notamment la mise en place de processus pour la construction des indicateurs, mais également de l'information en matière de durabilité. Il ne faut pas oublier non plus le temps et la collecte de l'information, elle peut être très longue, notamment sur savoir si elle est disponible à date ou pas dans vos systèmes. Donc, cela implique en fait l'audit, une montée en compétence et en qualité de vos process, avec comme impact une meilleure qualité de l'information. Petit point, mais ce qui va dans le sens d'amélioration de la qualité et renforcer la maturité de l'organisation de votre entreprise. On a par exemple un client dernièrement qui réalisait la dernière DPEF qu'on a certifiée et il nous dit, bah voilà, moi je suis vraiment dans la zone, pendant 2 ans, j'ai aucune obligation parce que je suis vague 2, donc il a plus de 1000 salariés, plus de 450 millions de chiffre d'affaires, mais aucune obligation en fait réglementaire aujourd'hui à date. Et il nous dit, ben voilà, moi, malheureusement, je n'ai plus d'obligation, mais j'aimerais conserver cet audit parce que, à la fois, ça embarque mes équipes, ça leur permet aussi de valoriser les travaux réalisés par ces équipes, c'est ce qui est important aussi. C'est embarquer ces équipes dans la stratégie RSE de votre entreprise et de garantir finalement la qualité des travaux. Parce que l'auditeur, c'est juste pas de certifier, c'est aussi là de faire des recommandations par rapport à ce qu'on a pu voir sur la place et également de pouvoir corriger le tir quand c'est encore faisable. Parce que les 2 prochaines années vont aussi être la possibilité pour vous de construire votre stratégie RSE
Et l'exemple type, c'est on a un client dernièrement qui nous appelle pour faire un audit à blanc, et notamment de sa DMA. Pour moi, qui est la pierre angulaire en fait de la communication, de la réalisation de votre rapport RSE. Et ce client était très scolaire et il a fait plus de 200 IRO d'identification. Et au final, c'est pour faire écho à ce que disait Laïla, il avait 130 IRO matériels. Donc, c'est-à-dire beaucoup de data points à reporter dans son futur rapport RSE. Et notre rôle, ça a été plutôt de réaliser des recommandations, de pouvoir corriger le tir à date. Pour rappel, les dernières études, notamment de la SNCC, montraient que l'ensemble des premiers rapports 440 et de Next20 avaient en moyenne 49 IRO matériels. Donc voilà, c'est dit aujourd'hui, le rôle de l'auditeur, c'est pas que certifier, c'est aussi apporter son expérience, sa compétence auprès de vous. Et cela peut se traduire par plusieurs moyens. Alors oui, il y a l'audit réglementaire. Oui, également, on peut réaliser des audits à blanc, des audits sur mesure, j'ai envie de dire, presque contractuels, que ça soit de votre DMA, de certains indicateurs que vous voulez valider et rendre crédible avant toute communication interne ou externe. Voilà. Tu fais la conclusion? Peut-être on a juste la slide de conclusion, Laïla? Ou... Bon, alors, les grandes entreprises se structurent, hein. Il y a eu une étude qui a été faite par l'OCDE et il y a eu, donc c'est pas en France, hein, c'est dans le monde entier. Ou c'est en France, Laïla? Dans le monde entier. Dans le monde entier, hein. 91% des entreprises cotées en bourse ont publié des informations de durabilité. C'est vraiment énorme hein, au niveau mondial, hein, ces chiffres. 2 tiers disposaient d'un comité RSE au niveau du conseil d'administration et 70% des entreprises dont la politique de rémunération des dirigeants était liée à la performance de la durabilité. Et donc, ça implique forcément le dernier point qui est que les ETI et les PME gagneront à s'inspirer de leur démarche. De toute façon, ils vont être pris dans le circuit puisqu'ils sont fournisseurs de ces grandes sociétés. Et j'aimerais bien que tu conclues sur cette citation, chère Laïla. Qu'on a trouvé. Alors, j'ai bien aimé, c'est un proverbe japonais qui dit que si vous prenez le mauvais train, il faut descendre le plus tôt possible parce que plus on attend, plus le voyage de retour vous coûtera cher. En d'autres termes, on nous a donné du temps pour nous préparer, c'est pas pour s'asseoir et rien faire. C'est vraiment pour monter en compétence, pour pas être à la traîne par rapport à ceux qui sont en train de le faire aujourd'hui, pour tout un tas de raisons. Et à votre rythme, avec vos moyens, le premier pas, ça aurait dû être hier. Et si ce n'était pas hier, ça peut être demain, avec vos moyens et avec votre stratégie et vos priorités en tête. Mais ne rien faire, c'est peut-être la pire des options aujourd'hui. On est bien d'accord. Eh bien, avec Laïla, on vous remercie d'avoir participé à ce webinaire et on circulera les slides et les replays. Et bien sûr, on reste tous les trois à votre disposition pour des questions. On vous remercie. Il y a un petit questionnaire. Peut-être qu'il y a des questions dans le chat, on va peut-être voir, parce que là, j'arrête de partager du coup. Alors, je ne sais pas, on est dans l'environnement PKF, donc je ne suis pas très familière, je ne sais pas si vous pouvez m'aider. Est-ce que alors, vous si, alors, pouvez il y a poser des une questions? question interne, mais sinon, donc on traitera, et les autres, je ne le vois pas. Il y a un petit questionnaire, et sinon, je pense que non. Tu sais, c'est dans... Pas de questions, ni sur la réglementation, ni... D'accord. Alors, Bon, écoute, vous êtes très sage. En non, tout non, mais il y en cas, a une pour toi. Ah. Les liens entre les indicateurs de la De la VSME. VSME, d'accord, et les IRO matériels. Ah, Est-ce que... il y a, oui, il n'y a rien d'automatique là-dedans. En fait, il y a un tableau de correspondance qui a été publié, mais en gros, c'est toute logique en fait. Si vous avez évalué que la pollution de l'air n'est pas matérielle pour vous, mais l'eau, il est, ben, vous ne produisez pas d'indicateurs sur l'air, mais vous produisez sur l'eau. Donc en fait, il y a dans les ESRS simplifiés, il y a une correspondance relativement directe entre les choses, excepté
tout ce qui est un peu social est sain. Parce que tout ça, ça porte sur des droits de l'homme, en fait. Donc, c'est pas lié à ce qui est matériel ou pas. Donc, même si on dit, si on conclut pour une raison, parce qu'on est autorisé de le faire, hein, c'est le jugement de la direction, que la formation, par exemple, des équipes n'est pas matérielle pour l'entreprise. Ça peut susciter des questions de l'auditeur, mais c'est votre jugement qui prime. Bah, c'est pas pour ça qu'il ne faut pas, sur certains de ces indicateurs-là, produire des informations, parce que c'est de nature, ça fait partie du socle d'évaluation de la manière dont fonctionne l'entreprise. Et si vous êtes soumis, si vous faites la taxonomie verte, par exemple, vous savez, il y a ces critères, le socle minima, là, et beaucoup de ces indicateurs qui sont gouvernance et qui sont S fait partie du socle minima. Mais il y a un annexe dans les ESRS simplifiés qui produit un tableau avec des correspondances exactes. Alors, ça existe Laïla, en anglais. la question, c'était vraiment avec la VSME. Il y a une question qui a été enchaînée, qui était, si j'ai bien compris, un rapport VSME ne doit pas nécessairement être audité. Non, absolument pas, ça ne doit pas être audité du tout. C'est juste un œil extérieur peut aider. Voilà. Et la question, c'était VSME et IRO, matériel. C'est juste comment on pourrait, Alors, normalement, en fait, voilà. oui, je Vas-y. comprends. Alors, du coup, là j'arrive à lire les questions, je n'avais pas trouvé le bouton, pardon. La VSME n'a pas du tout la logique de matérialité. En fait, dans la VSME, vous n'avez pas besoin de faire une DMA. Si vous le faites, c'est volontaire. Ça ne fait pas partie des normes. Les seuls points où vous parlez de risque, c'est pour les risques climatiques. Et là, vous ne parlez même pas de risque. On vous demande, est-ce que vous êtes exposé? Est-ce que vous êtes dans des zones où vous risquez d'avoir des risques, etc., ou une activité où vous avez des risques, mais vous ne les formalisez pas comme un IRO proprement dit. Ça, c'est volontaire. Donc, mais la VSME, c'est plutôt, est-ce que c'est applicable à votre entreprise ou pas? Et il y a dans la VSME une instruction très stricte. Vous cliquez chez nous, on clique sur un data point, on lit l'instruction et il y a marqué ce data point, cette information, c'est applicable si vous avez plus de 50 salariés, si vous êtes dans tel ou tel secteur. Donc, on a fixé plutôt que de cette histoire où on vous laisse juger de la matérialité des choses vous-même, la VSME dire ça c'est à produire dans tel ou tel cas, donc applicable ou pas. Donc tout ça, c'est tous les indicateurs sont à produire si applicable, et par indicateur, il y a une instruction quand c'est applicable. Donc au final, c'est la même chose, c'est quand ça vous concerne. En fait, si vous n'êtes pas dans un secteur où vous êtes un gros polluant, vous ne faites pas les indicateurs pollution. Mais la notion de matérialité n'existe pas dans la VSME, c'est si applicable, oui ou non. Mais pareil, alors, nous, quand on a structuré les maquettes, les formulaires à remplir pour ces différentes, on les a quand même structurés par grand enjeu, comme même dans la VSME, comme le font les ESRS, parce qu'il y a une montée en compétences, ça doit être facile pour vous. On trouve que il faut préparer pour que vous puissiez facilement évoluer de la VSME aux ESRS. Parce que la VSME, c'est très bien pour commencer, mais vous allez vite être un peu frustré parce que vous n'allez pas arriver à raconter votre histoire comme vous avez envie de la mettre en valeur quand vous allez voir vos concurrents. Donc, c'est un bon départ, mais il faut pouvoir évoluer. Donc, on peut faire des choses de manière volontaire et on peut mais on a le droit de les présenter un peu comme on veut à l'intérieur d'un data point. Alors que la CSRD, les ESRS demandent à le présenter avec un certain nombre de points précis. Pour les 12h38, je pense qu'il n'y a pas d'autres questions. Donc, eh bien, on vous remercie pour votre participation et on vous souhaite une excellente journée. Au revoir à tous. Merci à vous. Ça va.